Si vous voulez bien, je vais terminer avant des questions-réponses sur les questions de culture martiale et de pratique de l'intelligence économique en Asie. L'intelligence économique n'est bien évidemment pas l'apanage des cultures asiatiques. J'enseigne à l'école de guerre économique à Paris. En France, on en parlait au déjeuner, en France, on a une excellente doctrine de l'intelligence économique. Là où on pêche, c'est dans l'adoption dans l'entreprise de la mentalité, de la culture et des méthodologies d'intelligence économique. Mais la doctrine, on l'a, et on est même, en France, un des modèles pour beaucoup de pays européens. Je suis très proche de King's College à Londres, qui a un très bon département d'études de sécurité, qui a un centre de recherche sur la guerre économique, et qui s'inspire beaucoup de ce qui sort de France. On a été les premiers à avoir des commissions d'enquête parlementaires sur comment recréer l'intelligence économique en France, à la faveur des scandales techniques, Alstom, etc. Mais en Asie, c'est une culture qui est dans leur ADN. Et je vais vous montrer à quel point est prégnant. Et ça veut dire que les gens que vous allez rencontrer, notamment dans les cultures influencées par la Chine, et ça va être particulièrement le cas à Singapour, qui est majoritairement chinois, mais aussi en Indonésie et en Malaisie. Je le disais à certains d'entre vous à déjeuner. Attention, en Indonésie, en Malaisie et aussi en Thaïlande, beaucoup des gens à qui vous allez parler ne sont pas des Malais, pas des Indonésiens, pas des Thaïlandais, sont en réalité des Chinois. Et en Indonésie et en Thaïlande, comme il y a eu beaucoup d'éleuses anti-chinoises, pour avoir la paix, ils ont pris des noms indonésiens et des noms thaïlandais. Les noms thaïlandais rallongent des machins à 54 lettres. C'est les Chinois, soit. En Malaisie, non, parce qu'il n'y a pas eu d'émeutes anti-chinoises, parce qu'ils sont une énorme minorité. Donc eux, ça va être encore du Daisy Tan, du Cecil Chu. Là, vous saurez, c'est le chinois, c'est pas le malaise. Mais en Thaïlande, en Indonésie, l'économie et le commerce sont tenus par les Chinois qui ont pris des noms locaux. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez rencontrer, en fait, c'est pas un Indonésien. Vous allez voir la couleur de peau, ils sont plus clairs, des traits plus chinois que. Mais quand vous avez juste le nom, vous pensez j'entends indonésien. Et donc, je vous dis, ça va être important parce que toutes les cultures influencées par la culture chinoise sont très naturellement préparées à la posture guerre économique, intelligence économique, euh, guerre narrative, etc. Et je vais vous montrer ce qui est caractéristique. D'abord, le corpus littéraire. Ça, c'est les livres avec lesquels les Chinois, les Coréens, les Japonais et toutes les communautés chinoises d'outre-mer, donc d'Asie du Sud-Est, grandissent. Là où nous, en France, on grandit avec du Balzac, du Victor Hugo, du Rabelais, des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, ça combat, mais on est dans la paix romantique. Eux, ce sont des traités de stratégie militaire ou des romans martiaux. Celui que je précale, je vous encourage à lire, c'est les 36 stratagèmes. On n'a pas d'auteur connu. C'est vraisemblablement une collection de 36 chapitres, de 36 livres, différents auteurs, probablement différentes époques. Et ces 36 chapitres qui couvrent 36 stratégies de guerre. Je vous mets au défi de prendre n'importe quel cas de guerre économique que vous pourriez étudier. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'affaire Carlos Ghosn, la guerre Renaissance, Alstom, General Electric, Technip, toutes les guerres économiques. Je vous mets au défi de ne pas retrouver un de ces 36 stratagèmes. Vous avez l'art de la guerre de Sun Tzu, dont vous avez probablement tous entendu parler. Alors, qui est un peu galvaudé de pas un mauvais livre, hein, mais tout le monde en parle, et en général, tout le monde en parle mal. Tout le monde l'a dans la bibliothèque, il n'a jamais été ouvert, il est toujours neuf, hein, des fois des sous-blisters encore. Et ça fait bien d'avoir l'art de la guerre de Sun Tzu, comme ça fait bien d'avoir le prince de Machiavel, et de la stratégie, de la stratégie. Lisons-le, étudions-le. Je trouve que les 36 stratagèmes, c'est un peu plus pertinent. Vous avez un livre, alors je vous mets en anglais parce que je ne connais pas la traduction française, je ne sais pas si ça existe, The Book of Swindles, qui est un classique de la littérature chinoise, et qui en anglais veut dire le livre des arnaques. Ça a été écrit au XVIe siècle, et c'est un manuel de comment arnaquer son monde. Comment se passer pour quelqu'un d'autre. Comment tricher, comment mentir, comment manipuler. Vous avez beaucoup de culture d'intelligence économique là-dedans. Vous avez le roman Au bord de l'eau. Ça, c'est les Trois Mousquetaires chinois. Alors là, vous lisez pendant les vacances d'été, hein. Pendant les vacances scolaires l'été. Il vous faut 2 mois. C'est 2 tomes énormes. Et c'est un roman martial. Là, on n'est pas dans le romanesque. On est dans la description des stratégies martiales.
et vous allez y traiter les synchros, qui est un traité japonais d'art de la guerre pour la fête des samouraïs. Ces livres, tous les gens en Asie du Nord et les communautés chinoises d'Asie du Sud-Est ont grandi avec ça. Et vous avez 2 concepts philosophiques qui sont absolument cardinaux, qui vont permettre de comprendre assez rapidement pourquoi je dis que ces cultures-là sont très naturellement préparées à l'intelligence économique et à la guerre économique. Un premier principe qui vient du bouddhisme zen, donc qui est la digestion japonaise du bouddhisme, qui est arrivé au Japon par la Corée, qui est arrivé par la Chine et qui est parti d'Inde. Et ça, c'est une digestion japonaise, le zen, et le Budo, qui est une morale pour la classe guerrière au Japon. Ce principe s'appelle le Shoshin, qui en japonais veut dire esprit du débutant, littéralement cœur du débutant. Le deuxième diagramme, c'est le cœur. Cœur du débutant. C'est un principe qui vous encourage à une attitude d'humilité extrême devant un sujet nouveau, sans idée préconçue. Ça vous prépare très bien à l'intelligence économique. Un sujet nouveau pour les individuels, je ne sais rien, je mets à la poubelle tout ce que je croyais savoir, et je réapprends, et je m'adapte. Les Japonais, les Coréens, les Chinois peuvent paraître très arc-boutés sur des principes. Attention à ne pas confondre. Ils sont arc-boutés sur des principes de surface. Les hiérarchies, le respect des anciens. Mais sur des problématiques fondamentales, ils sont prêts à faire des 180 degrés. Qu'a fait le Japon en l'espace de 3 siècles? Ils sont passés d'un pays ouvert au monde, les Portugais qui arrivent au Japon au XVIe siècle, qui amènent des cars, qui amènent des tirs à canon, qui amènent des armes à feu, tout ça. Puis ils disent, comme il y a le christianisme, le Taïwanais et le catholicisme en particulier, et beaucoup de samouraïs convertissent au catholicisme, trop dangereux, on est tous égaux devant Dieu. Non, 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 il y a quand même le shogun avant et il y a quand même l'empereur. Donc ça remet, le catholicisme remet en cause les ordres sociaux. Christianisme interdit. Pendant 2 siècles et demi, le Japon se referme au monde. Il n'y a que 7 étrangers tolérés au Japon, des marchands protestants hollandais. Tout autre étranger trouvé au Japon, décapité ou crucifié. Pendant 2 siècles et demi. On arrive deuxième moitié du 19e siècle. Ah oui, mais on a pris du retard avec la fermeture. Donc 180 degrés. On s'ouvre aux étrangers. C'est l'épopée Napoléon III. Vous avez vu peut-être les derniers samouraïs et Tom Cruise. Oui. C'est l'histoire d'un officier de Napoléon III. Les Américains ne peuvent pas faire un film avec un héros français. Qu'on en fait un héros des Quintorose. C'est un officier, Claude Brunet, officier de Napoléon III, envoyé pour conseiller l'armée impériale dans sa modernisation pour se battre contre les samouraïs, et qui tombe amoureux, d'abord qui fait prisonnier par les samouraïs, et qui tombe amoureux des cultures et qui se battent de leur côté. Et il mourra à Sébastopol quand la guerre est finie. On s'ouvre au monde. On s'ouvre tellement bien pour se moderniser. Guerre russo-japonaise, le Japon bat la marine impériale russe. Puis, on est du bon côté de Première Guerre mondiale. On se bat avec les Français, on est du côté français, britannique, américain contre l'Allemagne. Société des Nations, l'ancêtre des États-Unis, par racisme, les nations européennes refusent la place au Japon, qui était pourtant de notre côté. On ne va pas laisser rentrer des Asiatiques quand même. Ça fait tâche. Donc les Japonais se disent, en fait, le jeu, c'est le jeu des colonies. Et donc, si on veut pas faire partie du colonial occidental, il faut qu'on ait nos colonies. Donc 180 degrés. Japon impérial et colonial. Et le Japon envahit toute l'Asie. Seconde Guerre mondiale. 45, demande nucléaire. En tête, ça de résistant. 180 degrés, démocratie parlementaire. C'est ça l'Asie. En surface, non. Ça, c'était les ancêtres, ça ne bouge pas. La règle, c'est la règle. Mais sur des principes très profonds. Si on a la preuve que c'est une erreur et que ça ne fonctionne plus, on est prêt à faire 180 degrés. Nous, c'est le contraire. En surface, on est très malléable. Fais pas ça, prends un raccourci. Par contre, sur des trucs de principes très anciens, on n'arrive pas à bouger. Ça vient du Shoshi. Et l'autre concept fondamental, c'est le Wu Wei, qui vient du taoïsme, donc avec une cosmogonie, par en réponse c'est une cosmogonie, et c'est le yin et le yang, donc c'est plutôt une explication du cosmos. Il n'y a pas vraiment de divinité, même s'il y a des pratiques religieuses, ça. Ce sera un long débat. Donc c'est pratiqué en parallèle du bouddhisme et du confucianisme. Dans le Wu Wei, on est appelé à avoir un refus conscient d'agir et d'adopter une posture d'attente contemplative. Parce que selon le taoïsme, on n'accède pas à la vérité de ce qu'est le cosmos,
si on ne se débarrasse pas un peu son principe immobiliste de ses envies, de toutes ses pensées, etc. Bon, ben, pour l'intelligence économique, on en est juste à le mot contemplatif. Un cas contemplatif. Mais par contre, on est invité à obtenir parfois à adopter une posture d'attente. Pourquoi? Parce que dans le jeu de Go, en haut à gauche, qui est un jeu d'encerclement, un jeu d'occupation de territoire, qui est un des jeux de stratégie les plus pratiqués en Asie, dans le jeu de Go, une des tactiques, nous on a dans nos règles, qui nous vient de l'armée, l'attaque, prendre l'initiative. À Paris, hein, il y a Schröder, Davis en français, c'est une Mangin. Faire la guerre, c'est attaquer. Ben, les Chinois vous diront, ouais, mais des fois, faire la guerre, c'est faire semblant de pas avoir vu pour y attaquer. Des fois, faire la guerre, c'est feindre la passivité. C'est feindre la surprise. Pourquoi? Ben, ça permet déjà de connaître toute l'intention de l'adversaire sans l'influencer. Si je me réagis à son attaque, déjà, je l'influence. Déjà, je crée chez lui une modification. Donc, je veux surtout pas qu'il modifie son attaque. Je veux savoir ce qu'il a dans le ventre. Si je réagis, je saurais peut-être pas quelles sont toutes les ressources qui comptaient à lieu pour moi initialement. Si je feins la surprise, il avance en confiance. Et je peux réagir de manière surprenante. En jeu de Go, c'est beaucoup des stratégies pour vous apprendre. Vous commencez à être encerclé, ne réagissez surtout pas. Donnez l'impression à l'adversaire que vous n'avez pas vu que vous êtes en train d'être encerclé. Comme ça, l'adversaire continue à concentrer ses ressources sur une partie de l'échiquier pendant que vous construisez un territoire ailleurs. Vous avez aussi le principe, arrête de mettre des ressources dans un combat qui est perdu. C'est-à-dire quand tu as perdu, t'abandonnes. Et tu gardes tes ressources pour mener un combat ailleurs. Vous voyez qu'on est beaucoup moins, et vous avez des entreprises asiatiques technologiques qui ont fait des choix conscients de laisser passer certains choix technologiques. Vous avez certaines entreprises qui ont fait le choix conscient de déposer aucun ou très peu de brevets pour passer sous les radars. Parce que comment vous faites pour savoir se faire courant? Ben, vous regardez, est-ce qu'ils déposent des brevets là-dedans? Les entreprises chinoises ont fait exprès, dans certains cas, de s'exposer à la violation de la propriété intellectuelle et pour passer sous radar. En surface, il n'y a pas de dépôt de brevet là-dessus. Donc on se dit, bah, ils ne bossent pas là-dessus. Ah, tiens, ils ne bossent pas là-dessus. Ils bossent énormément là-dessus. Et en douce. Jusqu'au jour où on trouve des câbliers, et bang, qui vous le posent devant, leur voiture électrique. Et là, c'est vous laminez tous les acteurs historiques européens. Mais c'est trop grave. Vous avez le jeu du Xiangqi, le deuxième, alors c'est l'équivalent chinois des échecs, avec quelle petite variante, le roi et ses deux généraux peuvent pas s'échapper du château. Mais bon, c'est le même principe, prendre la pièce maîtresse. Le Go, en haut à gauche, c'est encerclement, prise de territoire. Et en bas à gauche, il est moins connu et intéressant, le Shogi, qui est un principe. Alors, Shogi et Xiangqi, les deux du bas, viennent du chaturanga indien, comme nos échecs à nous. Le Go, pas du tout. Le Shogi est intéressant parce que c'est un principe d'échec également. Mais vous avez la possibilité de renversement d'ailleurs sur nos échecs. Je vous prends votre pion, il est mort. Votre son est mort. Mais là, certains pions, il est pas mort. Vous faites un petit lavage de cerveau, il change d'uniforme et l'attaque il combat de votre côté. Donc vous avez ce principe de renversement d'alliance au Shogi qui existe. On ne peut pas faire avec toutes les pièces, mais avec certaines. Donc, Go ou Weichi, encerclement, Xiangqi, prise de l'actif stratégique, et Shogi, renversement d'alliance. Et je terminerai là-dessus, et j'espère que ça lancera un débat sur par rapport à la tactique et sur la réponse. Il y a un livre que je voudrais vous inviter à lire pour vous préparer à l'Asie et à la posture d'affrontement économique que vous allez trouver en Asie. C'est un livre qui a été écrit par deux officiers de l'armée chinoise qui sont aujourd'hui à la retraite. Un enseigne toujours en Latinoamérique. C'est deux colonels de l'armée de l'air chinoise. Il a été traduit dans toutes les langues. Et en français, ça s'appelle La guerre hors limite. Ils ont observé la première guerre du Golfe. Vous vous rappelez, 1991, Saddam Hussein avec Koweït, parce qu'il considère que c'est une invention des Britanniques à la suite des accords Sykes-Picot, que le Koweït a toujours appartenu à l'Irak historique, ce qui n'est pas faux. Ça a été inventé le Koweït pour enlever une partie du pétrole à l'Irak, et donc ils mangeront. Et donc l'ultimatum, tu as jusqu'à telle date, jusqu'au 15 janvier pour sortir. Le 17, il n'est toujours pas sorti. Tempête du désert. Donc les Américains, avec coalition de plus de 50 pays, envoient, je crois, un quart de navires d'hommes
avec une logistique pour tenir 6 mois et détruit l'armée irakienne. Les Chinois, qui ne font pas partie de la coalition, qui n'ont pas posé de veto, mais qui se sont abstenus au Conseil de sécurité des Nations Unies, observent. Et ces 2 officiers qui écrivent le bouquin en 99 disent: «À l'époque, si les Américains nous font la même, à nous, on ne peut pas faire face. On n'a pas une armée aussi pléthorique, on n'a pas la capacité diplomatique à créer coalition, on n'a pas la logistique qui suivra. Donc ce serait suicidaire pour nos Chinois de s'affronter aux Américains sur le même mode. Par contre, en bon chinois, en ayant lu Mao, on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'affrontement du faible au fort. Mao, dans la guerre civile contre les nationalistes, sur le papier, il a perdu. Les Américains aident les nationalistes. La CIA, pas l'ancienne de CIA, de l'OSS, finance. Ah, les nationalistes contrôlent les plis, donc les centres d'idées, les centres de population. Les communistes sont nombreux, mais mal armés et dans les campagnes. Sur le papier, et en plus, les communistes ne se sont quasiment pas battus contre les Japonais. Donc ils ne sont pas auréolés de la gloire de on a contribué à dégager l'envahisseur japonais. Donc sur le papier, ils ont perdu, et pourtant ils gagnaient. Et comment ils gagnent? Parce que Mao, dans son petit livre rouge, la Bible du communisme chinois, développe toute une théorie de l'affrontement asymétrique, du faible au fort. Je suis David, je suis face à Goliath. Comment je gagne? Par la guerre de l'informatique. Ce que j'ai pas en armes, ce que j'ai pas en argent, je peux le récupérer dans la guerre d'information, la propagande, les narratifs. Pointer du doigt les contradictions de l'adversaire. Et bien là, ce que nous proposent aux 2 géants chinois, c'est ce qu'on n'a pas en armes à l'époque. Donc battre les Américains, ils l'ont maintenant, hein, mais à l'époque, ils n'ont pas. Et ben on peut rééquilibrer avec l'utilisation du droit, ce qu'on appelle le lawfare, legal warfare. On est une grande nation, la Chine, on peut utiliser notre droit pour appeler les entreprises américaines. On peut utiliser la guerre économique, par le commerce. On va rentrer dans l'OMC dans pas longtemps, on va devenir l'usine du monde. Ça vaut plus que les missiles, ça. Si on attaquait des boîtes américaines de vendre en Chine, de produire en Chine, ça vaut plus que les missiles. Et on est à 1,4 milliard. Donc on est un énorme marché de consommation. On peut utiliser la finance. On a une montée en puissance de la bourse de Shanghai, de la bourse de Shenzhen, et on a la bourse de Canton, depuis qu'on a récupéré Hong Kong et d'années, en 97. On peut utiliser la finance. On est parmi les plus gros détenteurs de bons du trésor américain. La dette américaine, qui la possède? Ben, c'est nous. Ben ça vaut plus que le missile. On peut utiliser la guerre électronique, la guerre de l'information, les narratifs. Et, chose assez terrifiante, il y a un chapitre entier, on peut utiliser le terrorisme et les crimes organisés. Quelle est la cause numéro 1 de mort d'un adulte américain aujourd'hui? Homme. Vous savez? Le feu. C'est pas les armes à feu. C'est pas diabète, ça drogue, abondance, des états de roue. Et une drogue. Overdose au fentanyl. Ok. Et le fentanyl, il est interdit aux États-Unis aujourd'hui. On va être juste avec les Chinois, c'est pas les Chinois qui ont inventé le fentanyl, hein. C'est Pfizer qui était le plus gros producteur. Mais il y a tellement d'overdoses, c'est un antidouleur, hein, stylo cassé. Tellement d'overdoses que c'est interdit aux US. Et ça reste la cause numéro 1 de mort d'un homme adulte aux États-Unis aujourd'hui. Plus que les armes à feu, plus que le diabète, plus les autres. Et d'où ça vient? Les composants de base produits en Chine par la mafia chinoise, pendant très longtemps, avant leur défaite au nord de l'Irak et de la Syrie, avec des agents actifs produits par l'État islamique, le tout envoyé au Mexique, au cartel de la drogue mexicain, qui le font passer aux États-Unis. Mafia chinoise, État islamique, cartel mexicain, pour faire rentrer aux États-Unis illégalement, la cause numéro 1 de décès chez l'homme américain. Il n'y a pas besoin de faire un seul coup de feu. Comment les Américains vont faire pour mettre des hommes en uniforme pour se battre entre eux? Sinon déjà, je sais pas, 5% de leurs hommes qui meurent régulièrement d'overdose, plus raison pour lesquels. Donc ce que nous proposent ces 2 auteurs chinois, c'est de articuler guerre par le droit, guerre économique, guerre électronique, guerre de l'information, utilisation de virus, de l'articuler pour mener une guerre hors limite, c'est-à-dire en dehors des limites du militaire. Et si vous êtes bon à ça, il n'est pas utile qu'un seul soldat chinois meure pour envahir Hawaï en cas de guerre. Pour attaquer la Californie, à peine. La Terre sert à s'écrouler lui-même. Mais je suis pas pourri, il n'y a plus qu'à souper dessus. Tant. Ce livre, je vous prie de croire qu'il a été traduit dans toutes les langues
Il a été dû par tous les gouvernements. Et aujourd'hui, tout le monde le pratique, sauf là. Parce que c'est quand même grave. Ah ouais, et on va quand même pas saber sa personne. Voilà. Donc tout le monde le fait, sauf lui. Et ça, c'est le résumé, je vais regarder sur l'Université McCain qui a résumé les cycles qui sont proposés dans ce livre. Donc, on va identifier des points faibles chez l'adversaire. On va lâcher toutes les ressources qu'on a et s'effondrer l'adversaire et forcer le rapport de force. Et ensuite, on va créer la symétrie. On va faire craquer l'adversaire sur ce point. On va chercher d'autres points et on va refaire des tours, des tours, des tours. Donc ça, c'est comme ça qu'est menée la guerre épidémique en Asie. Et vous comprenez que dans ce cadre-là, vous utilisez les entreprises, vous utilisez les banques, les marchés financiers, les normes et les standards pour affronter l'adversaire. Il les ressources naturelles. Comment les Chinois répliquent systématiquement maintenant contre des attaques et des barrières douanières ou avec des export contrôles, ils répliquent export contrôle sur les ressources naturelles critiques. Ben, plus de germanium pour vous. On va voir comment vous allez faire des missiles Tomahawk sans germanium. Plus de cobalt. Qui contrôle les mines de cobalt dans République démocratique du Congo? Pour l'essentiel, les Chinois. Qui contrôle le lithium? À l'étranger, pour l'essentiel, les Chinois. Et ils ont trouvé des ressources, des dépôts de lithium chez eux dans leurs terres, qui en font maintenant le premier détenteur de réserves de lithium au monde. Donc pour l'électrique, pour les énergies renouvelables, le solaire, le militaire, les semi-conducteurs, ils contrôlent tout ce qui est en amont des ressources naturelles critiques. Le Rafale, l'avion Rafale est bien, il a été bien designé, il n'y a pas un seul composant américain dedans. C'est que les Américains ne peuvent pas nous interdire d'exporter. Mais le problème, c'est que l'essentiel des ressources naturelles critiques au fabriquer un Rafale, c'est contrôlé par la Chine. Donc les Chinois peuvent nous couper l'accès à toutes les ressources naturelles critiques, mais on ne peut plus construire pas. Voilà ce que je vais vous proposer sur ce point de vue, sur les enjeux stratégiques de la zone Asie et ce à quoi il faut que vous vous attendiez dans ce voyage à Kansas.